fascinating how, as a species and as a culture, we are brilliant at imagining our own extinction and our own demise. You know, we make films about whether we're all wiped out by zombies or nuclear bombs or diseases or robots or aliens or little funny gremlins or all sorts of things. We're brilliant, we love those, but where are the films about us actually turning something round and solving a problem? We don't really have those films, we're terrible at it. And so actually those stories are so important because when the climate scientists say, if you want to keep the biosphere on this planet within the boundaries in which human civilization emerged and flourished, and everything that we associate with our history has happened within, you need to start cutting emissions now by 8, 9, 10% every year. Well, the problem is, we don't have the stories that go with that. We see that as a story of less and of moving away from something. And if you say to people, what would it look like in 20 years' time if we'd started cutting our emissions by that much every year? What would it be like? For many people, it's sitting in a cold cave, eating rotten potatoes. It's the end of the world. It's the end of the world. But actually, it could be fantastic. Merci et désolé pour les souliers un petit peu décalés. Et on appelle Cyril Dion maintenant pour la suite. Salut tout le monde. J'ai pas voulu regarder, c'était trop affreux. Ça, c'était il y a 7 ans, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a demain dans la salle que je me fasse une petite idée? Dans quelques heures. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur Netflix. Vous pouvez regarder. C'était il y a 7 ans, et c'était sans doute un des plus grands succès d'un documentaire écolo au cinéma, et qui proposait justement une sorte de nouveau récit du futur. Et pendant assez longtemps, on s'est posé la question de savoir, mais comment se fait-il qu'un documentaire dans lequel on parle de décroissance, de monnaie complémentaire, de transition énergétique, de démocratie, que des trucs hyper chiants, ait pu faire plus d'1 million d'entrées au cinéma, ait pu avoir un César, et ait pu voyager dans 30 pays? Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Et la réponse à laquelle on est parvenu, c'est qu'on avait touché quelque chose qui était de l'ordre d'une trajectoire de sens. De proposer un récit du futur qui était un récit désirable, si Camille est partie, on a le droit de le dire, qui puisse nous projeter dans quelque chose dans lequel on a envie de vivre, avec des personnages qui étaient comme de nouveaux héros, qui n'étaient pas les héros de l'histoire précédente, c'est-à-dire James Bond, grosse bagnole, gros muscle, capable d'avoir toutes les femmes qu'il veut, grosse montre Apple, dernier iPhone, mais des gens qui avaient tenté de redonner du sens à leur existence, en allant faire de la permaculture ou de l'agriculture urbaine alors qu'ils étaient banquiers ou juristes internationaux, en allant transformer les modèles éducatifs et en considérant que ce qu'ils allaient faire avec les enfants chaque jour dans les écoles finlandaises était beaucoup plus important que de gagner énormément d'argent. Et il me semble qu'en plus de ça, c'est un peu compliqué de le dire parce que j'ai quand même partiellement fait ce film, mais on a aussi réussi quelque chose sur le plan artistique qui a touché les gens. C'est un peu là que je voudrais en venir. Depuis le début de l'après-midi, on a entendu plein de choses absolument passionnantes, absolument essentielles, qui sont beaucoup de théories, beaucoup d'intelligence, je vais dire. Mais nous ne sommes pas que des êtres intelligents, nous sommes des êtres profondément sensibles. Et nous sommes des êtres profondément irrationnels. S'il suffisait qu'on nous dise, alors voilà quel est le problème, et voilà quelle est la solution pour qu'on le fasse, depuis le temps, je pense que ça se saurait. Et si nous n'y parvenons pas, c'est parce que notre façon d'être au monde se construit avec infiniment plus d'affect et infiniment plus de dimensions que simplement une dimension intellectuelle. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison, même s'ils ont déjà beaucoup élaboré le sujet, que depuis plusieurs années, je plaide pour le fait que nous engagions une bataille culturelle. Et donc que nous proposions d'autres récits. Parce que les récits, au-delà simplement d'être des moyens d'articuler des pensées,
Nancy Houston dit que c'est notre façon d'être au monde. Raconter des histoires, c'est notre façon d'être au monde. On regarde tous le réel à partir d'une petite fenêtre. On en voit des éléments très disparates et très partiels, et on essaye d'agréger ces éléments du réel en leur conférant du sens. Et ça s'appelle raconter une histoire. Donc raconter des histoires, c'est une façon de partager notre subjectivité avec les autres. Et quand ces histoires deviennent communément partagées, souvent parce qu'elles sont portées par des puissances importantes, des puissances financières, politiques, parfois même militaires, ces histoires deviennent des structures politiques, sociales, économiques, et se mettent à conditionner nos vies. C'est quand même assez fascinant de voir à quel point l'histoire du christianisme, par exemple, qui était une histoire très marginale, dans un tout petit endroit du monde, a épousé à un moment l'Empire romain et est devenue une histoire qui a structuré la vie de milliards d'individus sur cette planète. Enfin, aujourd'hui de milliards, à l'époque de dizaines, de centaines de milliers, puis de millions, et qui a structuré leur façon de se parler, leur façon d'avoir des relations entre les hommes et les femmes, leur façon de manger, leur relation au divin, leur relation à la politique. Et pour le moment, on est encore prisonnier d'un récit qui est largement porté par un modèle économique très puissant, qui a des médias très puissants, que sont effectivement la télévision, Internet, la publicité et le cinéma. Et il se trouve qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le récit capitaliste avait gagné la bataille militaire contre le fascisme, les Américains ont décidé d'engager une bataille culturelle contre le communisme. Et ils ont décidé de négocier en échange des milliards qu'ils investissaient dans la reconstruction de l'Europe pour pouvoir disposer de 60% des droits de diffusion sur les écrans de cinéma européens. Ils ont justifié cette dépense auprès du Congrès américain en disant le cinéma est et doit être une arme contre le communisme. Ils ont admirablement bien réussi leur coup puisqu'ils ont diffusé à travers le monde cette idée du consumérisme et de l'American Way of Life. Aujourd'hui, il me semble que nous avons besoin de diffuser une sorte d'ecological way of life, de décroissance way of life, et que nous avons besoin de le faire avec énormément de films, de séries, d'objets artistiques et d'expérimentation. C'est-à-dire que nous avons besoin de faire naître des récits par tous les moyens possibles. Ces récits peuvent être à la fois des histoires qui sont inventées, des fictions assumées, mais peuvent être aussi ce qu'on a montré par exemple dans Demain, c'est-à-dire des gens qui se mettent à faire de l'agriculture autrement, qui se mettent à faire de la politique autrement, de la démocratie autrement, qui se mettent à produire de l'énergie autrement. Tout ça, ce sont des nouveaux récits. Et quand cette dimension-là, c'est-à-dire quand ces gens qui produisent, qui sont capables d'imaginer le monde autrement que comme il est, s'articulent avec des gens qui organisent des rapports de force, et donc qui vont essayer de faire céder ceux qui sont aujourd'hui les tenants du pouvoir, et que ces deux éléments rentrent en conjonction avec des circonstances historiques particulières, on peut voir s'opérer des basculements importants. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le droit de l'homme des femmes en Angleterre. Que des personnes ont été capables d'imaginer un monde où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits, ont été capables d'organiser des rapports de force qui étaient parfois non violents et parfois un peu plus musclés, notamment avec les suffragettes. Et ça a rencontré une circonstance historique, qui était la Première Guerre mondiale. De nombreux hommes sont partis à la guerre, où un déséquilibre démographique s'est fait, où les femmes ont pris énormément de pouvoir dans la société et ont remplacé les hommes dans plein de postes où elles n'étaient pas au pouvoir précédemment. Et donc il a été assez compliqué au sortir de la guerre de dire les femmes sont des citoyennes de seconde zone, puisqu'on a bien vu que ça n'était pas le cas. Et donc ces trois éléments, en rentrant en conjonction, ont permis un basculement. Aujourd'hui, il me semble que nous sommes proches de quelque chose de similaire dans nos sociétés, avec des personnes qui sont en train d'inventer d'autres récits, avec des personnes qui sont en train d'engager des rapports de force, et pour l'instant ces rapports de force sont trop faibles. La plus grande marche climat qu'on a eue en France avant la Covid, je crois que c'était de l'ordre de 350 000 personnes dans tout le pays. Quand on a gagné la Coupe du Monde, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, parce que moi je ne pouvais pas jouer ce moment-là. Voilà. Il y avait 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées seulement. 1,5 million de personnes. On était très contents qu'ils aient gagné la Coupe du Monde. Et vous vous rendez compte un peu du fait que
350 000 personnes dans tout le pays, ça n'effraie personne, ce n'est pas un rapport de force. Donc ces rapports de force sont en balbutiant. Et on a des circonstances historiques qui sont en train d'être de plus en plus puissantes, et notamment celle du changement climatique. Il y a de très fortes chances que plus ces conséquences historiques, j'ai dormi 3 heures, c'est pour ça que je peux plus ces conséquences historiques vont être massives, et plus les gens vont se mettre à se révolter. Et plus ces gens vont se mettre à se révolter, plus ils vont engager les rapports de force, et plus potentiellement ils vont se tourner vers les personnes qui ont fait émerger des récits différents. Et c'est indispensable que ça cohabite. Si vous avez que les rapports de force, c'est le printemps arabe. C'est-à-dire que vous renversez les dictateurs, vous n'avez pas de plan B, et c'est les numéros 2 qui prennent la place des numéros 1, et vous vous retrouvez avec Sisi en Égypte aujourd'hui. On est à peu près dans la même situation. Si vous n'avez que les nouveaux récits, en gros, vous avez des gens comme Rob Hopkins, c'est super, c'est-à-dire qu'il est à mourir de rire, il est très inspirant, il est incroyable, il écrit des livres, il a fait naître tout un tas de petites villes en transition avec des collectifs qui font des choses vraiment formidables à l'échelle locale, et ça prendra 60 ans avant que quelque chose puisse se disséminer, parce qu'aujourd'hui, ces tout petits collectifs, face à la puissance de ceux qui tiennent le pouvoir, n'ont absolument pas la possibilité de s'imposer. Et si vous n'avez pas les circonstances historiques, vous n'avez pas le driver, c'est-à-dire que vous n'avez pas la chose qui pousse tout le monde de façon extrêmement puissante. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Et j'avais envie de terminer avec une note un peu plus sensible. On arrête d'être simplement dans l'intellectuel. Et vous lire un petit texte de Christian Bobin qui s'appelle Le plâtrier siffleur. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous en lire le début, qui me semble parler un petit peu de ce dont nous discutons depuis tout à l'heure. J'ai trouvé dans le vagabondage d'une lecture de Ernst Junger un passage où il relate un séjour en Sardaigne. Il découvre une grotte de berger au bord de l'eau et entre dans cette grotte plus que sommaire. Il y a un feu mal éteint, les braises sont encore rougeoyantes. Dans un repli de la pierre, il y a une poignée de sel qui a été prise de la mer toute proche. Dans un autre creux, une poignée de fèves. Il est devant les débris, les miettes divines d'un repas très frugal. Et il a cette considération que je trouve très belle. Cette grotte n'est pas dans les temps que nous aurions dépassés à jamais. Elle est devant nous. Non pas que nous soyons tous appelés à vivre dans des cavernes. Cette demeure du berger, cette frugalité, cette sorte de radicalité, veiller à la nourriture la plus élémentaire, veiller sur le feu, avoir non loin la rumeur de la mer et des étoiles, cette intensité presque muette de la vie, où la nécessité et la beauté ne font plus qu'un, quelque chose qui nous manque. Et c'est peut-être ce lien entre la beauté, la simplicité et la frugalité qui va nous ouvrir à l'avenir. Sur le chemin qui me mène à la maison, parfois je trouve des plumes bleutées de jais, comme des éclats d'azur. C'est très petit ce que je fais. J'essaye de recueillir des choses très pauvres, apparemment inutiles, et de les porter dans le langage. Parce que je crois qu'on souffre d'un langage qui est de plus en plus réduit, de plus en plus fonctionnel. Nous avons rendu le monde étranger à nous-mêmes. Et peut-être que ce qu'on appelle la poésie, c'est juste de réhabiter ce monde et l'apprivoiser à nouveau. Dans la forêt où je vais souvent me promener, j'ai vu des machines qui, si je puis dire, n'avaient plus rien d'humain. Parce que je crois qu'il y a un temps où les machines industrielles étaient encore humaines. Et là, je me suis trouvé devant une sorte de tracteur, d'arracheur d'arbres. Le conducteur n'était plus que l'esclave de la machine. Le coup porté aux arbres était d'une violence extrême. La mort donnée aux arbres de cette manière est bien plus terrible que celle donnée jadis par la main d'un bûcheron. Cette mort ancienne était fraternelle. Ce qui m'a sidéré, c'est cette avidité, cette brutalité de la technique dans un lieu qui n'est que beauté. Au fond, habiter poétiquement le monde s'oppose à habiter techniquement. On peut le formuler de cette manière, aussi abrupte. Merci beaucoup.